référendum. 10h, 11h, Philippe David. Allez, c'est parti les amis, jusqu'à 11h en direct sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités. Faut-il avoir peur du nationalisme? C'est la question du grand référendum. On vous la pose, vous y répondez, vous avez la parole. Allez, vous faites le numéro du standard de Sud Radio 0826 300 300 et pour laisser des commentaires, sudradio.fr. Le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Cette phrase du général de Gaulle ressort aujourd'hui alors que nous sommes dans la dernière ligne droite avant le second tour de la présidentielle. Certains détracteurs qualifient Marine Le Pen de nationaliste, tandis que d'autres la qualifient de populiste, mais qu'est-elle réellement ? Rappelons que le nationalisme a deux définitions dans le Larousse. La première est mouvement politique d'individus qui prennent conscience de former une communauté nationale en raison des liens, langues, cultures qui les unissent et qui peuvent vouloir se doter d'un État souverain. La seconde est théorie politique qui affirme la prédominance de l'intérêt national par rapport aux intérêts des classes et des groupes qui constituent la nation ou par rapport aux autres nations de la communauté internationale. Si Marine Le Pen est nationaliste, son nationalisme est-il plus radical que celui d'un homme de gauche comme Jules Ferry il y a un peu plus d'un siècle? Pourquoi le nationalisme français serait-il avoué aux hégémonies alors que certains adoraient le nationalisme indochinois ou algérien il y a quelques années? Peut-on voir les nationalismes revenir en Europe comme lors de la seconde moitié du 19e siècle? Les Français sont-ils les seuls en Europe à être prêts à envoyer une candidate nationaliste, je mets des guillemets, au pouvoir? Faut-il avoir peur du nationalisme? C'est la question du jour du grand référendum sur Sud Radio, 10h à 11h. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300, voter sur sudradio.fr, Facebook et Twitter. Avec nous, Gil Mihaili, historien, directeur de la publication de Causeur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Dimitri Casali, historien, spécialiste de l'enseignement de l'histoire et auteur de La longue montée de l'ignorance, publié chez First. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je vais reciter la citation du début. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. En lisant ça, alors c'est une phrase du célèbre aphorisme du général de Gaulle. En lisant ça, peut-on imaginer que le nationalisme serait aux portes du pouvoir en France, puisque, à ce que je sache, Marine Le Pen n'appelle pas à reprendre la Sarre aux Allemands ou à annexer la partie francophone de la Belgique. Alors, ce qui est intéressant et passionnant dans votre question, cher Philippe, c'est que, merci. En fait, il faut bien sûr avoir peur du nationalisme, ça, je dirais. Mais moi, je préférais la phrase de Romain Gary, qui est encore plus explicite que celle du général de Gaulle, qui explique que le nationalisme, c'est la haine des autres, et le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et aujourd'hui, effectivement, belle citation. Ouais, c'est peut-être plus précis, puisqu'on sent bien qu'aujourd'hui, le malaise en France par rapport justement au Front National, c'est que la France crève d'anti-patriotisme. Et ça, c'est un fait depuis 30 ans. Il y a eu un léger mieux après les attentats de 2015, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a eu un véritable antipatriotisme qui existe en France à cause du passé marxiste et communiste français, le dernier pays stalinien dans certains domaines comme l'éducation nationale en particulier. Mais on voit bien que c'est une grave question aujourd'hui. Gil Mihaili, est-ce que pour vous on peut parler de nationalisme dans ce cas de figure? Pour Marine Le Pen, elle veut pas a priori réannexer la Sarre ou la partie francophone de la Belgique, aux dernières nouvelles. Hein. Oui, le problème c'est que notre vocabulaire est contaminé par 2 siècles d'histoire et on dit nationalisme et il y a une définition ou peut-être une manière d'expliquer les choses, mais il y a aussi ce que les gens entendent. On a fait un mauvais procès au nationalisme et j'aimerais bien prendre le temps d'expliquer quelque chose. Ça fait au moins 2 siècles que le monde est organisé ou s'organise en État-nation. C'est un processus mystérieux. Parce qu'effectivement, on se pose la question quel genre de nation serions-nous aujourd'hui si on a eu d'autres frontières. On sait par exemple, juste pour l'anecdote, que longtemps après 1815, c'est Waterloo 1815. Oui, certaines régions en Allemagne penchaient plutôt pour la France avant que le nationalisme allemand l'emporte dans les années 1840, 50. De mémoire, notamment le Bade-Württemberg. Et la question a été tranchée. Quand on sait, par exemple, que la France pouvait vendre des territoires aux États-Unis et que la Russie
60 ans plus tard, vendait aussi des territoires. L'Alaska. Et donc la France, alors je vous coupe, c'était en 1803, la Louisiane, mais qui n'était pas l'État de Louisiane, puisqu'elle allait jusqu'à la frontière canadienne, au Montana, dans les montagnes rocheuses, et au Nord Dakota, par Napoléon, exactement. Et donc, plutôt pour l'exemple russe, qu'on aurait pu, il n'y a pas si longtemps que ça, considérer la terre de la nation comme immobilier, quelque chose qu'on peut vendre. C'est juste pour montrer comment notre mentalité a changé. Que quelqu'un qui habite Toulon se sent plus proche de quelqu'un qui habite Dunkerque que de quelqu'un qui habite à 30 km à l'est ou à 50 km à l'est en Italie, que quelqu'un qui habite Saint-Jean-de-Luz se sent solidaire de quelqu'un qui habite Colmar plus que quelqu'un qui habite en Espagne. Qui habite Saint-Sébastien à 10 km. Voilà en fait qui nous dépasse et qui on fera mieux de reconnaître. Ça va aussi nous aider à expliquer pourquoi l'Union européenne marche si mal. Parce qu'il y a une anthropologie. Après, on peut se débattre des raisons. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé avec Jeanne d'Arc? Ou est-ce que ça a commencé avec l'école, avec les journaux, avec la guerre de 14-18? C'est un autre débat. Mais c'est d'abord en fait. Donc, il faut se méfier, mais il faut accepter surtout. Voilà. On a un petit appel en fait, hein, au 0826 300. Oui, c'est ça, un appel de Janine qui nous appelle de Paris. Bonjour Janine. Oui, bonjour Janine. Bonjour Monsieur David, je ne suis pas en accord avec ce que vient de dire la personne qui vient de s'exprimer. Je vais vous expliquer la différence entre patriote et nationaliste. Un patriote, c'est quelqu'un qui, certes, habite la nation française, mais qui reconnaît le droit à quelqu'un qui est d'origine étrangère de devenir français par adoption et d'adopter les valeurs et la culture française. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui ne reconnaît comme français que les Français de souche depuis 1500 ans, excluant tous les autres, et pouvant du jour au lendemain enlever la nationalité française à qui il décide, comme l'a fait le maréchal Pétain en 1940 avec les Juifs. Je précise ici deux choses que je voudrais vous dire. Jean-Marie Le Pen, dont le discours a été transmis par CNews, qui a tenu un discours absolument scandaleux, faisant référence à Brasillac, dont je vous rappelle qu'il a été... je rappelle que Brasillac était un auteur collaborateur qui a été fusillé à la Libération. Oui, il a été fusillé en 1945 pour avoir publié... 6 février 1945 de mémoire, oui. Oui, le 6 février, date on ne peut plus symbolique, 1945, pour avoir publié dans le journal Collabo « Je suis partout », un article intitulé « N'oubliez pas les enfants » qui a amené Pierre Laval à déporter tous les enfants juifs avec leurs parents et les faire gazer à Auschwitz. Ce qui n'est pas rien. Mais je voudrais dire aussi que Jean-Marie Le Pen, qui avait 300 personnes devant lui, ceux du Parti de la France et du groupe intégriste catholique Civitas, ce qui est très peu de choses, à la fin de ce discours a dit qu'il allait appeler pour sa fille Marine, qui était, je cite, une fille de France. Ce qui veut dire que les liens, non seulement familiaux mais politiques entre les deux, ne sont pas rompus, contrairement à ce que dit sa fille. Deuxièmement, je voudrais dire que l'attitude de M. Nicolas Dupont-Aignan, pour lequel j'ai voté au premier tour et au parti duquel j'appartiens, avant de les appeler pour qu'ils me renvoient ma cotisation, est totalement scandaleuse. Quelqu'un qui a condamné pendant des années le Front National et qui retourne sa veste, comme l'a dit dans une chanson, je crois Jacques Dutronc, il y a une trentaine d'années, plutôt 40, plutôt 50, ça s'appelle l'opportuniste. Oui, comme un gaulliste social qui fait alliance avec l'héritière du maréchal Pétain, je n'arrive pas à comprendre comment, à moins que des membres du Front National infiltrés dans son parti, les manipulés. Mais Dupont-Aignan est quelqu'un de suffisamment intelligent pour ne pas se laisser manipuler et mener par le bout du nez. Il aurait mieux fait de rester indépendant pour servir de recours. Donc moi je vais appeler son parti pour qu'il me rembourse. Mais alors, Janine, pour vous, le nationalisme, vous avez peur du nationalisme ou pas? Bien sûr, oui, mais écoutez, mes origines, mes parents ont été déportés, je vous dis pas le problème. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir, il y aura des pogroms, il y aura je ne sais quoi. Non, et on est peut-être là, vous allez peut-être un peu loin en besogne. Merci beaucoup, Janine. Je vais faire réagir nos deux invités. Dimitri Casali, vous entendez Janine qui nous appelait au 0826 300 300. Elle est à fleur de peau. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Elle a rappelé que tout est historique et effectivement, surtout en France. Pour en débattre. En France, donc il y a, comme le rappelait Guy, effectivement, il y a deux nationalismes. Il y a le nationalisme ouvert qui est né avec la Révolution française, qui a duré pendant tout le 19e siècle, et depuis effectivement les régimes fascistes et communistes des années 30-40, il y a un nationalisme fermé, et ça c'est sûr qu'il faut absolument, qui est étriqué, qui est xénophobe, qu'il faut absolument refuser. Donc il faut essayer de comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, le Front National, né en 1972, Marine
a réussi à dédiaboliser son parti, et on peut pas dire qu'aujourd'hui que le Front National est un parti antidémocratique. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas le dire, contrairement. Si le Front National est plus démocratique que le Parti communiste français dans les années 70 ou 80. Et ça, pourtant, les médias de l'époque ne le critiquaient pas. Donc, en revanche, effectivement, c'est un parti fermé pour le problème de l'Union européenne, ça c'est sûr. Pour le problème, mais il faut pas oublier s'il fait un tel score, c'est le seul à soulever les vraies questions, que sont le problème de l'immigration, du terrorisme islamique, ou alors des erreurs de l'Europe. Voilà, c'est aussi, il faut essayer de comprendre cette situation et non pas la critiquer bêtement. Guilmi Hailly, quand vous entendez Janine qui est à fleur de peau, vous lui dites quoi? C'est exactement ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que la question est qu'est-ce qu'on entend quand quelqu'un prononce le mot de nationalisme? Alors ce qu'elle attend, elle, c'est national-socialisme, c'est nazisme, c'est années 30, c'est la Deuxième Guerre mondiale et ses horreurs. Pendant très longtemps, ça allait de soi de condamner le nationalisme pour les guerres du 19e et du 20e siècle. Mais je peux juste, comme ça, lancer une autre piste. Pendant les années, je pense c'était les années 80, 90, il y avait une autre théorie, quelqu'un disait « Jamais dans l'histoire, deux démocraties étaient en guerre ». Alors peut-être le problème n'était pas l'effet que le monde était organisé en États-nations, mais le fait que certains de ces États-nations n'étaient pas démocratiques. Peut-être, c'est une piste. Question. C'est une piste intéressante. On peut se poser la question. Et à ce moment-là, on voit déjà une voie de sortie et une manière de concilier quelque chose qui probablement nous dépasse. Effectivement, c'est un peu bizarre de considérer 65 millions de personnes comme membres d'une famille élargie et d'avoir une sorte de sentiment de solidarité très instinctive. Ça dépasse peut-être la raison. C'est difficile c'est peut-être même impossible à définir comme on aurait pu définir peut-être un phénomène scientifique. Mais c'est ainsi. Et je répète, c'est probablement la raison pour laquelle l'Union européenne poussée vers les États-Unis de l'Europe ne marche pas très bien, parce que ça heurte probablement quelque chose de très profond chez plusieurs nations. On peut le déplorer, mais il faut l'accepter, parce que sinon, de nouveau, on va mener des politiques qui vont contre la nature humaine. Alors il y a un autre point, alors j'ai redonné la définition, c'est le Larousse, donc on peut pas dire que ce soit une définition très engagée, puisque Larousse c'est vraiment on ne peut plus neutre. La première définition du nationalisme, c'est mouvement politique d'individus qui prennent conscience de former une communauté nationale en raison des liens, langues, cultures qui les unissent et qui peuvent vouloir se doter d'un État souverain. Vu comme ça, c'est pas particulièrement violent, Dimitri Kazemi. Oui, comme le disait Guilmi Hailly, quelqu'un de Saint-Jean-de-Luz se sent plus proche de quelqu'un de Dunkerque ou de Colmar, alors que, je sais pas moi, Saint-Sébastien, c'est à 10 km de chez lui. La meilleure définition du nationalisme est celle du grand Ernest Renan, en 1882, déjà, qui disait que la nation, qu'est-ce que la nation? La nation française, c'est d'avoir fait de grandes choses ensemble et de vouloir continuer à les faire ensemble. C'est la définition même du vivre ensemble aujourd'hui que tout le monde reprend. Le fameux vivre ensemble, ça vient d'Ernest Renan. Et donc aujourd'hui, il faut aussi cesser d'avoir honte de notre histoire, de notre culture française. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des journalistes constamment qui utilisent qui ont honte d'employer le terme culture française et qui utilisent le terme culture hexagonale, vous l'avez pas remarqué, sur le service public, ou alors il parle de territoire pour ne pas avoir à prononcer le mot France. Et dans les programmes d'histoire qui me sont chers, je suis historien, je rédige des livres, des manuels d'histoire, ceux de mon confrère, des autres manuels que l'on apprend en France, dans l'école de la République, hésitent toujours à prononcer le mot France, comme si c'était le mot France qui dérangeait. Je regrette, la France a toujours été un pays extrêmement ouvert sur l'extérieur, et si on a des raisons d'être fiers de notre histoire et de notre culture, il faut cesser d'en avoir honte, et si c'est ça le patriotisme, je dis oui, il faut plus de patriotisme aujourd'hui. Et pour vous, Guilmi Hailly, vous entendez cette définition, la première du Larousse, mouvement politique d'individus qui prennent conscience de former une communauté nationale en raison des liens, langues, cultures qui les unissent et qui peuvent vouloir se doter d'un État souverain. C'est pas particulièrement violent. Non, c'est juste qu'on a un problème d'accepter que être différent, ça veut
pas forcément veut dire être l'ennemi. Ce que ça veut dire concrètement que les genres humains est divisé et qu'il y a des frontières et qu'il y a des gens qui sont de nôtres et des gens qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire que les autres sont nos ennemis. On a aujourd'hui un problème avec cette affirmation. On a un grand problème avec cette affirmation. Comment exclure certaines personnes sans que ce soit violent, sans que ce soit méprisant? Comment être français sans mépriser l'allemand, l'italien, l'espagnol? Comment faire vivre tout cela ensemble? C'est ça le fond de l'affaire. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Et dès qu'on dit ce que nous sommes, on dit en même temps ce que nous sommes, c'est exactement ce que nous ne le sommes pas. Et c'est-à-dire qu'on reconnaît l'altérité, on reconnaît l'autre. Et donc, c'est très bizarre que dans un contexte où on ne cesse pas de chanter les louanges de l'autre, cette altérité-là est complètement niée. C'est vrai. Point de réflexion, c'est vrai. Je m'attendais pas à ce que vous arrêtiez comme ça, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Vous voulez réagir? Exactement. Moi, je pense que pareil, il faut une société française ouverte et non pas une société française offerte à tous les vents du communautarisme, comme nous le voyons aujourd'hui. Il y a un véritable manque d'éducation on le voit. J'ai écrit donc la longue montée de l'ignorance un peu pour ça. On voit bien que l'ignorance prime justement dans toutes les classes sociales et même parmi nos élites les plus éclairées. Je pense à certains conseillers du Conseil d'État, par exemple. Donc on voit bien que c'est un grave problème. Il ne faut pas. Vous visez qui en particulier? Thierry Tuot, qui a théorisé la fin de l'intégration à la française, alors que le système de français d'intégration a été une pure réussite depuis 200 ans. Et aujourd'hui, notre intelligentsia faite d'énarques, je ne veux viser personne, mais l'énarchie française est une pure catastrophe. Il a théorisé la fin du système français de l'intégration pour un système d'inclusion qui est le multiculturalisme, si vous préférez. Vous voulez réagir, Guillemini? Je veux juste rajouter que je pense qu'il est impossible d'avoir une démocratie libérale hors la nation et l'État-nation. Ils font une solidarité. Sans nation, pas de démocratie. Sans nation, pas de démocratie. On voit partout dans le monde où les liens claniques, tribal. familiales ou autres, ethniques, peut-être dans le sens où les mêmes territoires abritent plusieurs ethnies. Quand il n'y a pas cette adhésion à une identité qui englobe tout le monde, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors on peut le déplorer, on peut souhaiter que ce soit autrement, mais il faut d'abord, pour pouvoir parler politique, pour pouvoir être raisonnable, il faut admettre cette dimension qui peut-être pas la plus rationnelle de notre être, mais l'être humain est un être irrationnel doté des raisons comme outil pour arriver à des buts qui ne sont pas rationnels finalement. Notre bonheur, les choix des gens avec lesquels on partage notre vie, ce ne sont pas des choix mathématiques. Donc on a cette dimension-là, il faut en prendre compte et il faut agir en conséquence. Donc pour moi, c'est une évidence que si cette solidarité impossible à définir n'existait pas, on ne peut rien faire derrière. Allez, vous restez avec nous pour ce grand référendum. Philippe David pose la question, faut-il avoir peur du nationalisme? Eh bien, vous vous sentez concerné. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du nationalisme? Ça vous fait peur ou justement vous trouvez que c'est bien? Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler pour en parler au 0826 300 300. Vous pouvez aussi commenter sur Twitter et sur sudradio.fr. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Le grand référendum jusqu'à 11h en direct sur Sud Radio. La question de ce mardi, faut-il avoir peur du nationalisme? Vous y répondez car vous avez la parole comme d'habitude au 0826 300 300. Sudradio.fr vous permet de laisser des commentaires et vous êtes avec Philippe David et ses invités. Oui, et vous votez, mais pour le moment, je ne vous donnerai pas le vote. C'est un petit problème technique. Voilà, c'est ça, un petit souci technique. On garde le suspense jusqu'à la prochaine pause. Et puis on a des commentaires. Sofiane qui nous dit: le patriotisme et le nationalisme,
c'est un truc qui me dépasse. Je me vois ni faire la guerre pour la France ni pour le Maroc. Et on a Christophe Cerruti qui nous dit on a laissé le patriotisme au FN qui en a fait du nationalisme au point qu'on ne puisse l'évoquer sans être insulté. Eh bien écoutez, on va faire réagir nos invités à ces deux propos. On va commencer par Sofiane. Qu'est-ce que ça vous inspire, le commentaire de Sofiane qui dit « Pour moi, ça veut rien dire ». Alors, on imagine que Sofiane doit être binational franco-marocain. Il dit « Je ne vois ni faire la guerre pour la France, ni pour le Maroc ». Je rappellerai à Sofiane que nous sommes en guerre, doublement en guerre contre les terroristes islamiques, une véritable guerre, et deuxièmement une guerre économique contre les pays comme surpuissants que sont les États-Unis, la Chine et l'Inde. Donc ça c'est un vrai problème. Mais moi je rappellerai tout simplement que dès qu'on voyage à travers le monde, remarquez, tous les autres pays ont le droit d'aimer leur patrie, de se battre pour leur patrie, que ce soit en Inde, en Chine, aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous devenez américain, au Canada, en Angleterre, vous prêtez serment d'allégeance à la nation et pour la nation américaine ou à la reine et tout. En France, vous savez qu'il n'existe aucun serment de... Non, alors, je vais vous dire, Chirac, enfin, on avait voulu en faire un lorsqu'il y avait eu la commission Marceau-Rollon pendant la première cohabitation. Et Chirac avait dit que demander aux gens qu'on naturalisait de prêter serment, c'était humiliant. Et donc, ça avait été passé par pertes et profits. Oui, et en tant qu'historien, donc, effectivement, la guerre est toujours la guerre et était l'horizon quotidien des Français il y a 100 ans. Nous avons eu la chance, effectivement, grâce à l'Union européenne, de vivre dans la paix depuis 70 ans, mais elle risque de revenir d'un jour à l'autre. Donc là, Sofiane sera obligé de combattre. Guilmi Aili, qu'est-ce que vous pensez du propos de Sofiane sur Twitter ? Je ne vois ni faire la guerre pour la France, ni pour le Maroc. Parce qu'il n'y a pas de guerre à l'horizon. C'est souvent quand la question se pose qu'on y répond. Parce que sinon, effectivement, on peut dire est-ce qu'on se voit faire la guerre à l'Islande ? Oh non, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que je préfère maman ? Est-ce que je préfère papa ? Etc. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. La question est de savoir si en intégrant, en s'assimilant dans une communauté nationale, est-ce qu'on assume cette nouvelle filiation ? C'est-à-dire, on entre dans une famille imaginaire, mais qui quand même, quelque sorte, la métaphore, c'est la famille, et on épouse quelque chose, on prend un héritage qui, biologiquement, évidemment, c'est pas notre ADN dans le sens biologique, mais ça devient notre histoire. Et à ce moment-là, il y a des conséquences. Comme disait Marc Bloch, c'est celui qui n'a pas vibré à la fête de la Fédération et au sacre des rois de France, grosso modo, n'a rien compris à l'histoire de France ou ne peut pas comprendre la France. Oui, tout à fait. Et la citation exacte. Et la phrase de Romain Gary, juste 30 secondes, c'est magnifique, ça fait permettre de faire Romain Gary. Romain Gary, il faut le dire, il n'était pas né français, il était né lituanien, je crois, et juif. Il a écrit cette phrase magique, pour tous les auditeurs et peut-être là pour tous les nouveaux migrants arrivant, et la porte ouverte pour l'intégration. Il disait « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. » Voilà ce qu'il faut apprendre à nos enfants. Oui, c'est une belle promesse de l'aube. Deuxième question, c'était une affirmation, un tweet de Christophe Cerruti. Quand il dit on a laissé la nation au Front National, qui en a fait du nationalisme, est-ce que certains avaient dit, je ne sais plus qui avait dit, je ne pardonnerai jamais, enfin c'est la gauche a abandonné le peuple, la droite a abandonné la nation, c'est pas un peu ça ? Oui, c'est tout à fait ce que je disais au début de l'émission. Depuis 30 ans, il y a eu une capitulation totale devant les éléments mêmes qui font la définition du patriotisme, ou du sentiment national. Voilà, il y a aussi ce terme qui est intéressant, sentiment national, qui existe en France. Alors là, c'est vrai que le nationalisme est né avec la Révolution française en 1789, le patriotisme, on en a parlé tout à l'heure, mais le sentiment national en France, c'est Pierre Nora qui disait que la France est le plus vieil État-nation du monde. Et c'est vrai que vous êtes en France, tous, nous sommes en France, c'est-à-dire le plus vieil État-nation au monde. Et le sentiment national en France, on en a parlé vaguement tout à l'heure, peut-être soit inné déjà dès 1214 avec la bataille de Bouvines, remporté par Philippe Auguste, soit, comme je le pense plus tôt, il est vraiment très très ancré dans la population française avec Jeanne d'Arc et la guerre de 100 ans. Guilmi Aili, dans le tweet de Christophe, on a abandonné la nation au Front National qui en a fait du nationalisme. Je pense qu'effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, la condamnation de la nation et du nationalisme était devenue une sorte de consensus.
Et je pense même que la construction européenne était conçue dès le début, non pas comme une manière d'avoir plus d'efficacité économique, mais comme un processus qui, peut-être après quelques décennies, peut-être après un siècle, va éliminer les nations. Les nations étaient considérées comme la racine du mal européen. La raison principale pour les guerres. Donc, j'imagine que dans cet état d'esprit, c'était pas très, très positif d'évoquer le sentiment national, le sentiment d'appartenance. Et surtout, il y a c'est très humain pour quelqu'un qui hérite de quelque chose de penser que c'est rien et d'essayer d'aspirer à autre chose. Mais maintenant, quand on est orphelin de quelque chose depuis 40 ans, depuis les années 60-70, quand on a abandonné l'héritage, c'est là où on sent que quelque chose nous manque. C'est toujours ceux qui ont ce patrimoine, qui sont baignés dans ces sentiments pour lesquels c'était évident, c'est eux qui l'ont abandonné. Allez, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous avez bien raison puisque vous faites la radio avec nous. Et tout de suite, on accueille Olivier qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Et bonjour à tous. Alors, plusieurs choses. Moi, il y a un nationalisme dont j'étais et je reste toujours très fier. C'est celui de notre fromage, de notre vin, de notre gastronomie, de notre mode, par exemple. Je prends ces exemples-là pour dire qu'à un moment donné, le nationalisme, c'est aussi ça. Il y a un savoir-faire français, il y a plein de belles choses qui font que la France est la France et qui est caractérisée comme ça. Et je suis d'accord avec l'idée que ce patriotisme, finalement, il aurait dû rester une belle idée, mais qu'il a été abandonné au Front National, qui en a fait une idée nauséabonde. Parce que aussi, les Français ne se retrouvent pas finalement dans l'Europe qu'on leur a donnée. Parce que je pense que c'est pas un détail. C'est-à-dire qu'on est dans une société française aujourd'hui, plus de 90% de nos lois émanent de directives européennes. Donc il y a une perte finalement de repères, je crois, pour le peuple français de ce point de vue-là, tout simplement parce que cette Europe n'est pas représentative et parce que justement, elle est quand même extrêmement négative dans le quotidien des Français. Donc il y a un repli finalement, et ce repli il a été pris par le Front National. Et autre chose, qu'il y avait un de vos intervenants qui disait on est en guerre contre le terrorisme. Moi j'aime pas la formule. Hein. Je la trouve hypocrite. Hein. Je vais mettre les pieds dans le plat. Excusez, elle est de Manuel Valls, hein. Oui, ça m'étonne pas. Mais ça a été repris. On n'est pas en guerre contre le terrorisme, on est d'abord en guerre contre des pays pétroliers, et ça génère du terrorisme dans notre pays. Et je pense que ça, il faut bien l'entendre. On a aussi une politique de colonisation et une histoire de colonisation qui fait qu'on a aujourd'hui une nation multiculturelle, et les deux mélangés, c'est-à-dire que quelque part on se sert aujourd'hui du terrorisme finalement pour pas assumer notre héritage multiculturel. Et le Front National a plongé là-dedans. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est dans un patriotisme nauséabond, alors que justement ce qui fait la beauté de la France, c'est cette diversité. Et notre véritable héritage, il est là. Je voudrais vous poser une question. Vous avez mis le doigt sur un truc dont on parle beaucoup, c'est l'Europe. Est-ce que quelque part on n'a pas voulu, dans l'esprit des pères fondateurs de l'Europe, que l'Europe remplace la nation, mais que l'Europe aujourd'hui, elle ne remplace absolument pas la nation, parce que je sais pas si vous aimez le foot ou le rugby, mais bon allez, on vibre pour l'équipe de France de foot ou l'équipe de France de rugby, mais l'équipe d'Europe de foot ou de rugby, donnez-moi la couleur du maillot. Hein. J'entends Philippe, c'est le grand débat sur l'Europe des nations. Mais en effet, moi je pense que c'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'on devrait être fier de notre Europe. Si c'était une Europe, par exemple, qui était sociale, si c'était une Europe des citoyens, moi je me sens profondément européen. J'ai pas de problème avec cette notion d'Europe. Mais par contre, ça ne doit pas se faire aux dépens, si vous voulez, de la France. Moi je suis très fier d'être français et des valeurs que la France peut véhiculer. Je suis très fier de notre histoire de France et elle inspire beaucoup d'Européens justement. Et chacun, c'est un petit peu à l'image de l'Eurovision, si vous voulez. Voilà. Je vais prendre non, mais c'est vrai. Voilà. On a nos particularités, il faut les revendiquer, et en même temps, on a plein d'espaces communs qu'on n'a pas encore. Le seul truc qu'on a commun aujourd'hui, c'est, excusez-moi, mais c'est le marché. Voilà. Et l'euro, et encore pas tous.
Et encore pas tous les pays d'Europe. Et il a été dit justement, par exemple, pour ce qui est de pour ce qui est de l'Europe fiscale, là, non. L'Europe sociale, non. Ça c'est pareil, c'est pas commun. Bon, faut peut-être arrêter de se foutre de notre gueule. Si on veut que les peuples se retrouvent à un moment donné, et en Europe et chez eux, il faut peut-être que justement cette Europe qui est devenue le premier point législatif aujourd'hui, soit au service des citoyens européens. Et ça permettra aussi aux citoyens au niveau de leur pays de vivre beaucoup mieux. Les deux sont intimement liés, voilà, mais c'est pas incompatible. C'est des choix économiques qui nous pourrissent la vie, voilà. Merci beaucoup Olivier de Bordeaux. On va faire réagir Dimitri Casali et Guil Miaili. Dimitri Casali, vous entendez Olivier comment disant déjà le nationalisme, c'est le fromage, le vin, la gastronomie, la haute couture, etc. Toutes les images d'Épinal qu'on a de la France. Vous êtes d'accord avec ça ? Historiquement, notre auditeur fait la différence. C'est sûr que parler de vin quand on appelle de Bordeaux, c'est un peu logique, mais bon. Entre le nationalisme ethnique plutôt nauséabond et le nationalisme culturel, c'est dans les définitions historiques, qui est extrêmement positif. Et justement, je disais que tout à l'heure, la France crève de ce manque de patriotisme. Moi, je préfère le terme patriotisme, comme disait Romain Gary, parce que la France crève de ce manque de patriotisme à tous les niveaux, et même économique. Regardez. La France reste le premier pays, la première destination culturelle au monde, 83 millions de touristes cette année, et pourtant on attend constamment, nous sommes le pays le plus pessimiste au monde. Nous sommes le pays de la culture, du soupçon, du dénigrement, de la critique. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de beau, tous les journalistes, les médias, les politiques le rabattent. C'est absolument. Et je pense qu'un patriotisme éduqué, non au nationalisme, mais oui, un patriotisme éduqué sera une chance pour la France pour endiguer ce pessimisme ambiant. Guil Miaili, quand vous entendez le fromage, le vin, la gastronomie, c'est déjà ça le nationalisme. Je suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que ça révèle quelque chose. C'est-à-dire, on peut avoir honte de son pays, on peut être fier de son pays, aussi longtemps qu'on est concerné. Ça montre qu'il y a quelque chose. Parce que le pire, c'est l'indifférence. C'est pas que c'est le pire, ça veut dire qu'on a dépassé effectivement cette solidarité nationale. Mais aussi longtemps qu'on est concerné, qu'on est en colère, qu'on est fier, qu'on a honte, qu'on veut changer, on est concerné par quelque chose. Et je voudrais m'arrêter sur une autre phrase. Ce monsieur-là vient de dénoncer le fait que 80% de nos lois viennent de Bruxelles. Donc je ne connais pas... Justement, allez-y, rebondissez, je voulais pas faire revenir sur l'Europe. Est-ce que l'Europe... Ouais, allez-y. C'est pas un échec parce que les gens ont voulu passer la France à l'Europe et en fait ça marche pas. J'habite Perpignan. Est-ce que le fait que 80 ou 90% des lois viennent de Paris, est-ce que ça pose un problème majeur ? Les gens râlent, ils disent des choses pas toujours très sympas des Parisiens, etc., etc. Mais ils acceptent ça. Alors, il faut se poser la question. Pourquoi on n'accepte pas le fait que ça vient de Bruxelles, tandis que c'est parfaitement légal ? C'est parfaitement légal, mais c'est pas très légitime. Les gens sentent qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui colle pas. L'Europe est parfaitement légale, mais pas assez légitime. Mais qu'est-ce que c'est qui manque ? Pourquoi on accepte des lois qui viennent de Paris et on n'accepte pas des lois qui viennent à 200 km ou 300 km plus au nord de Bruxelles ? Tous les deux parfaitement légales. Justement, voilà. On touche au cœur de l'affaire. Qu'est-ce que c'est qui crée la légitimité de certaines décisions ? L'aval démocratique. Que ces décisions émanent d'une communauté qu'on prend dans une manière qui dépasse notre raisonnement comme une famille élargie. C'est ça. C'est mystérieux, c'est bizarre. Ce n'était pas comme ça il y a 3 siècles. Peut-être dans 100 ans ou dans 150 ans, ça va être difficile à comprendre. Aujourd'hui, ces temps-ci, il n'y a pas de légitimité hors la communauté nationale. Et pour vous, Dimitri Casali, vous avez entendu Olivier, vous avez entendu Guil Miaili. L'Europe, on a voulu qu'elle remplace la France, mais dans l'esprit des gens, ça marche pas. Voilà, tout à fait. C'est ce que je reprends ma métaphore footballistique ou rugbystique. On crie allez les Bleus.
l'équipe d'Europe. Et voilà, on a fait, je pense qu'historiquement, encore une fois, tout est historique, on a voulu créer l'Europe économique, l'Union européenne qui est une réussite. Il faut le rappeler que la première puissance économique mondiale aujourd'hui est l'Europe, c'était l'Europe avec la Grande-Bretagne, donc il faudra peut-être revoir les statistiques. À la baisse. À la baisse. Mais on a fait l'Europe économique avant de faire l'Europe culturelle. Et l'Europe culturelle est un fait historique avéré. Elle a existé déjà à l'époque de l'Empire romain, à l'époque de l'Empire de Charlemagne, à l'époque de l'Empire de Charles Quint, pendant la Renaissance, pendant l'humanisme, pendant le 18e, pendant le 19e en Autriche-Hongrie, tout ça, toute cette culture européenne symbolisée par Freud ou Stefan Zweig. Elle a existé, mais aujourd'hui, on a oublié de l'apprendre à nos enfants dans les écoles de la République. Les programmes sont extrêmement mal faits. On veut plus d'Europe, mais ils sont pas du tout la méthode pédagogique. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a appris aux Français à détester tout ce qu'ils aimaient et à aimer tout ce qu'ils détestaient. Sur ce, nous allons partir pour une petite pause. Vous restez avec nous pour ce grand référendum. Philippe David pose la question: faut-il avoir peur du nationalisme? Eh bien, vous voulez participer, vous nous appelez au 0826 300 300, vous commentez sur Twitter et vous votez sur sudradio.fr, bien sûr. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Faut-il avoir peur du nationalisme? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et vous y répondez jusqu'à 11h. C'est le grand référendum avec Philippe David et ses invités. Vous prenez part à l'émission, vous nous appelez, vous avez la parole au 0826 300 300 et vous laissez aussi des commentaires sur sudradio.fr. Oui, alors pour le vote, c'était le grand suspense évidemment jusqu'à maintenant, mais maintenant vous êtes, on vous le donne ce score et vous êtes 59% à voter non. Il ne faut pas avoir peur du nationalisme, avec des commentaires. Donc on va citer celui de Nicolas, je pense que c'est Nicolas, c'est un N. Coufignal, qui nous dit: j'habite les Landes et je me sens plus proche de l'Espagne par ma culture et l'histoire de la Gascogne que des Alsaciens. Le nationalisme, c'est la haine des autres, le patriotisme, c'est la devise inscrite sur les mairies. Qu'est-ce que vous voulez réagir? Alors avec nous, Dimitri Casali, historien, spécialiste de l'enseignement de l'histoire, auteur de La longue montée de l'ignorance publié chez First, et Gil Biaili, historien, directeur de la publication de Causeur. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Gil, vous avez dit on se sent plus proche quand on est à Perpignan de quelqu'un de Dunkerque, et lui dit moi je suis dans les Landes et je me sens plus proche d'un Espagnol que d'un Alsacien. Bon, on est 65 millions, 70 millions, il y a des gens qui pensent... il y a une diversité de sentiments, mais je constate que globalement... il n'y a pas un problème majeur de légitimité avec les décisions prises à Paris par la nation et qu'il y a un grave problème de légitimité avec des décisions qui sont prises ailleurs avec les consentements des institutions tout à fait légales de la France. Donc il y a quelque chose. Donc si on va téléphoner tous les gens qui nous écoutent, on va avoir une diversité d'opinions. Mais globalement, pris dans l'ensemble, on voit qu'il y a deux phénomènes différents. Il y a quelque chose il y a une mayonnaise qui n'a pas prise en Europe. C'est une évidence. C'est une évidence. Dimitri Casali, qu'est-ce que vous pensez du commentaire de N. Coufignal? Rebondir sur ce qui fait la France, il faut pas l'oublier. Alors peut-être qu'il est plus proche de l'Espagne, mais c'est en France que la liberté d'expression et la liberté critique est née, grâce à l'esprit des Lumières, mais même avant. Et donc, effectivement, c'est la France qui est à l'avant-garde de toutes ces libertés que l'on appelle l'universalisme, et effectivement on peut constater que dans les autres pays ce fut souvent pas le cas, alors que la France a préservé sa liberté d'expression, sa liberté de culte, sa liberté de pratique religieuse de tout temps. Donc il faut surtout bien connaître l'histoire de son pays, et c'est à partir de là qu'on pourra mieux le juger. Oui, alors Philippe, vous souhaitiez que je cite un autre petit tweet. Oui. Celui de Maximus qui nous dit oui, j'ai peur du nationalisme, y compris du nationalisme européen. Est-ce que ça peut exister pour vous, Dimitri Casali, le nationalisme européen, sachant que l'Europe n'est pas une nation? Non, aujourd'hui, il y a un grave. Moi, je vais en choquer souvent parce qu'on me traite souvent d'historien réactionnaire. Je propose un récit pour nos écoles, un récit national équilibré et fédérateur, ouvert sur le reste du monde. Mais je reste profondément européen, pro-européen. Malgré tout, c'est vraiment pas la mode, je le sais. Mais il y a tout à faire. Vous savez, quand je propose d'écrire des livres sur l'Europe à des éditeurs français,
ils me disent mais t'es fou, ça marchera jamais. Donc vous voyez, il y a vraiment un grave déficit européen, alors que, comme je le disais tout à l'heure, il existe une culture européenne, surtout dans les arts et dans les lettres. Guilmi Ali, vous avez entendu le commentaire de Maximus, il a peur du nationalisme, y compris du nationalisme européen. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'il a raison, qu'il faut se méfier de presque tous les phénomènes politiques. Nous vivons dans un régime économique qui est plutôt, je dirais, capitaliste. Il faut se méfier du capitalisme. Il faut aussi se méfier des alternatives de capitalisme. A bien montré que ça marche pas. Que le capitalisme, c'est l'Angleterre des années 1850-60. C'est aussi la Danemark, c'est aussi la Suède d'aujourd'hui. Tout ça, c'est des formes de capitalisme. Donc, bien évidemment, il faut pas faire une confiance aveuglément à ces systèmes-là. Et surtout, quand on dit il y a nous, il y a eux, il y a moi, il y a l'autre, il faut toujours faire gaffe. C'est nécessaire, c'est naturel, on ne peut pas faire l'économie de cela, mais ça peut avoir des conséquences négatives aussi, évidemment. Allez, on file au standard 0826 300 300. Tout de suite, on accueille Didier qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bien voilà, je voudrais introduire dans le débat une notion géopolitique qui nous semble importante et qui pourrait éclairer un peu les choses, notamment dans la notion de constitution de l'Europe, qui joue sur la notion de nation. En fin de compte, l'Europe a été lancée après la guerre dans le but de faire une Europe fédérale qui serait relativement sous tutelle de notre allié entre guillemets. Et Jean Monnet, qu'on appelle le père de l'Europe, en fin de compte, était mandaté dans ce sens. Et afin de pouvoir réaliser une Europe fédérée un peu insipide et qui perdrait toute notion elle-même de souveraineté, on a lancé le débat contre les nations. Et on a raconté que la nation, c'était la guerre. Et lorsqu'on dit que grâce à l'Europe, on n'est plus en guerre depuis très longtemps, c'est faux. L'Europe ne se serait pas constituée, on n'aurait pas été plus en guerre que cela. Et on a oublié qu'on a eu une guerre au sein de l'Europe qui est quand même en Yougoslavie. Et qu'on n'a pas été capable de résoudre, ce sont les Américains qui sont venus la résoudre pour nous. Donc on est dans un contexte géopolitique qui dépasse la souveraineté de la France et qui est remise en cause parce que justement, nous avons tendance, nous les anciens Gaulois, à la ramener un peu et à vouloir imposer et retrouver une notion de nationalité dans ce contexte où on ne veut plus qu'on ait notre place parce qu'on serait des leaders dans ce sens. Mais je pense que la notion de nation a été galvaudée, a été péjorativisée pour qu'on puisse l'effacer de façon à faire une espèce d'Europe, une Europe de région comme des Länder, et qui n'aurait pas sa souveraineté, qui dépendrait directement, je place les mots, de Washington. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, merci beaucoup Didier de Bordeaux de votre témoignage. Nos invités vont réagir, mais ça appelle beaucoup, ma chère Clémence. Oui, on va retourner au standard. Je précise juste que Didier était sous la pluie dans sa voiture. C'est pour ça qu'on entendait, la pluie qui frappait contre la vitre. Là, c'était pas Singing in the Rain, c'était Speaking in the Rain. C'est ça, exactement. Il était quand même avec nous, vous voyez. Et puis merci, oui, on Didier. Accueille tout de suite Jean-Louis qui nous appelle de Tarbes. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Oui, voilà, par rapport à l'Europe, moi je voudrais dire que l'idée de l'Europe reste une très belle idée. Au départ, ça a été une belle idée pour éviter les guerres, mais ça reste toujours une belle idée. Et voilà, et l'Europe, elle a été faite malheureusement quand l'Union européenne a été constituée pour les marchands et non pas dans l'intérêt des populations. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, je voudrais contester au Front National le droit de parler de patriotisme comme il le fait, parce que c'est d'une façon très négative qu'il parle du patriotisme. Et moi, je me sens patriote, mais je me sens pas patriote, je me sens pas nationaliste du tout. Voilà. Après, voilà. Eh bien écoutez Jean-Louis, merci beaucoup de votre témoignage. On va faire réagir nos deux invités au témoignage de Didier de Bordeaux sous la pluie et de Jean-Louis de Tarbes manifestement sous le beau temps. Dimitri Casali, on va commencer par Didier, on va faire ça dans l'ordre. Didier, il a parlé de la guerre. Alors déjà que Jean Monnet, qui était un des pères fondateurs de l'Europe, était sous l'influence des Américains, ça c'est une réalité. D'ailleurs le général de Gaulle disait de lui, Monnet, ce marchand de cognac et qui aurait dû le rester, parce qu'il était marchand de cognac au départ. Et il a pris le point de vue de la Yougoslavie. La Yougoslavie, c'était un État-nation
et il a pourtant implosé. Oui, enfin, il faut toujours replacer dans le contexte historique de l'époque. Si cette guerre de Yougoslavie se replace dans les conséquences de la chute du mur de Berlin, de l'effondrement du bloc soviétique. Et effectivement, oui, un mot quand même sur le communisme, hein, parce que là, on parle du nationalisme, mais le communisme est quand même souvent pire. On l'a vu avec le 85 millions de morts. Et comme vous le remarquez souvent, on critique jamais le communisme en France. Donc là, pour revenir sur l'Europe, Jean Monnet, le problème européen, c'est une question passionnante et compliquée. Il y a Robert Schuman, en revanche, qui peut pas être soupçonné de pro-américanisme, qui était quand même pour ils avaient connu tous les deux guerres mondiales. Il faut replacer dans le contexte. L'Europe a eu 2 guerres mondiales, une qui a fait 12 millions de morts et une autre 52 millions de morts au niveau mondial. Et donc, c'est vrai il fallait chercher des solutions globales. Et effectivement, on a essayé de faire l'Europe politique et l'Europe de la défense qui a échoué en 1952. Comme disait Jean-Louis, je vous fais réagir en même temps, on a fait l'Europe des marchands avant tout. Alors, Jean Monnet et Robert Schuman ont eu cette idée. Ils ont fait d'abord l'Europe acier, la CK. Effectivement, c'était une idée, c'était assez futé, assez malin, de rapprocher déjà le peuple par les commerces. Mais ça, c'était déjà une vieille idée qui existait dans l'Europe de la Renaissance et puis l'Europe de l'Allemagne, le Zollverein avait uni l'unification de l'Allemagne. C'est l'unification douanière, le Zollverein. C'est fait par l'économie, hein, parce que il y a un océan entre la Rhénanie, les Allemands rhénans qui ont toujours été pro-français, qui portent une admiration. Il faut savoir que les Allemands rhénans idolâtrent la culture française, qui connaissent mieux que les Français, et les Prussiens. Et les Prussiens, il y a un océan. Donc effectivement, c'est l'économie qui avait donné. Et ils se sont inspirés de cette idée-là. Et effectivement, économiquement, ça a été une grande réussite, l'Europe, jusque dans les années 2000, de 1990. Mais après, on a voulu aller beaucoup trop vite, où l'ouverture à 27, 28, c'était complètement stupide. Il fallait rester centré sur les 10, 12 pays vraiment européens. Guy Mihaly, vous avez entendu Didier de Bordeaux. La Yougoslavie, c'était un État-nation, il a implosé. Justement, ce n'était pas un État-nation. C'était une nation Potiomkin. C'était en sorte de façade des cinémas. L'histoire était interrompue dans ces coins du monde. Je rappelle qu'il y avait entre 1911 et 1918, voire 19, toute une série de guerres, bulgares, serbes, Monténégro, etc., etc. Les guerres des Balkans. Des guerres de Balkans, qu'on a mis le couvercle après 45. Et que on l'a même mis après 18, avec la dissolution de l'Empire austro-hongrois. Exactement, mais plus fortement après 45, et dès qu'on a lâché, on peut dire un peu vulgairement, ça a pété. Et j'attire l'attention vers une autre région. J'étais à Bakou il y a 3 semaines. Donc en Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, Arménie, Karabakh, Géorgie, 3 républiques SSR. Pas de problème. La nation, c'est quoi? C'est des tapis, c'est du vent. C'est République socialiste soviétique. Oui, c'est ça. Pour les auditeurs. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ethnique, etc. Dès que, en 88, l'URSS commence à s'affaiblir, on retrouve ce qu'on avait avant, ce qu'on avait en 1918, 1920. C'est justement ça le problème. Ça ne marche pas. Même les soviétiques ne sont pas arrivés à créer cette Europe, cette nation où on parle russe tous, tout le monde se tourne vers Moscou en gardant une petite particularité comme le Bordelais, les Bretons, les Alsaciens, etc. Ça n'a pas marché. Donc il faut s'interroger. Il y a peut-être quelque chose de très profond, que même si on n'arrive pas à le définir dans une manière scientifique, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors ça continue d'appeler, on va prendre rapidement Jean-Pierre, qui est président du département des Landes. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Oui, voilà, bonjour. Je voulais intervenir dans l'émission concernant justement ce problème actuellement que l'on débat sur la sortie de l'euro. Il faut regarder, je suis intervenu dans une réunion de débat où il y avait Jean-Pierre Gaillard qui est connu et qui parle souvent à la radio sur les opérations de bourse et qui expliquait justement que depuis que le résultat a été au deuxième tour, Monsieur Fillon,
Madame Le Pen. Oui, pardon, monsieur. Mais il y a eu un problème parce que le débat sur l'euro, excusez-moi, le débat sur le débat sur l'euro, c'était le débat de 9h à 10h. Là, on a changé de débat. Désolé, on va reprendre avec... d'été. Oui, c'est vrai qu'on est à l'heure d'été. On va terminer parce qu'il nous reste 1 minute 30 avec Gil Mihaili et Dimitri Casali. Alors, est-ce que pour vous, question, s'il nous reste à peine 1 minute, est-ce que pour vous, Marine Le Pen est nationaliste, Dimitri Casali, et faut-il avoir peur du nationalisme puisque c'est la question du grand référendum ? Oui, je dirais il faut avoir peur du nationalisme fermé et obtus, xénophone, mais il faut surtout pas avoir peur du patriotisme ouvert et éduqué qui est une réelle chance pour la France. Malheureusement, nos politiques depuis 30 ans l'ont pas compris. C'est en étant fiers de notre pays qu'on pourra retrouver des positions dans la guerre économique contre la Chine, l'Inde et tout, alors qu'aujourd'hui, on inculque à nos enfants dans l'école de la République la honte d'être français. Et pour vous, Gil Mihaili, est-ce qu'il faut avoir peur du nationalisme et Marine Le Pen est-elle nationaliste ? Je pense pas qu'il faut avoir peur d'un État-nation qui est aussi en démocratie libérale. Voilà, c'est pour moi l'essentiel. Tout peut devenir une menace. Il faut se méfier du feu, il faut se méfier de tout. Mais je pense que à l'état actuel, l'État-nation et donc la communauté nationale sont un horizon qu'on ne peut pas dépasser. Merci beaucoup Gil Mihaili, historien et directeur de la rédaction de Causeur. Merci beaucoup Dimitri Casali, historien, spécialiste de l'enseignement de l'histoire, auteur de La longue montée de l'ignorance publiée chez First.